Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission chasse. Merci à tous d'être avec nous. Aujourd'hui, une émission sur la vénerie. Nous accueillons Pierre de Roual, le président de la Société de Vénerie. Bonjour Patrick. Bonjour Pierre de Roual, merci d'être avec nous. Donc nous parlerons avec vous évidemment de la vénerie, de la relation avec les autres chasseurs et nous reviendrons sur la triste affaire Pilarski. Un petit mot sur l'affaire Pilarski, il y a une petite information cette semaine, Denis. Oui, la mère d'Elisa Pilarski, dont on sait comment elle est décédée, s'est exprimée pour la première fois, je crois, dans le Midi Libre. Rien de nouveau, mais elle fait un petit point sur l'affaire. Voilà, les différentes thèses abordées quant aux raisons et aux causes du décès de sa fille, le retard des analyses ADN et sur le fait qu'elle avait parlé récemment avec sa fille juste avant le décès de sa fille. Voilà, je pense que nous aborderons le sujet avec Pierre, mais il a peut-être quelque chose à dire à ce sujet-là. Oui, oui, trois remarques. La première, c'est que c'est évidemment une affaire tragique et je comprends Madame Pilarski qui attend que la justice se prononce. Je vous cache pas que nous aussi, on attend impatiemment et nous sommes, et c'est mon deuxième point, je dirais, nous sommes très sereins. Je vais pas revenir sur tous les détails de cette affaire, mais nos chiens n'étaient pas là au moment où ça s'est passé. Quand on est passé à côté de ce cadavre, malheureusement, nos chiens étaient en action de chasse et ceux qui connaissent, et je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs qui sont chasseurs, ils connaissent nos chiens. C'est impossible qu'ils aient fait quoi que ce soit de violent. C'est le contraire. Mais le troisième point, et ça rejoint tout ce que vous avez dit depuis le début, c'est que ils font feu de tout bois, ils trichent, ils montent à charge, ils mentent. Là, il y a la Fondation Brigitte Bardot qui nous a accusés, mais dans les heures qui suivaient, Stan, qui est le présumé patron d'Ava, qui est allé sur BFM et pour nous accuser comme ça. Vous voyez, ils mentent, ils utilisent tout pour nous déstabiliser. C'est un climat nauséabond. Il faut malheureusement, la guerre est sur le terrain, œil pour œil, dent pour dent. Il faut qu'on soit intelligent et plus intelligent qu'eux, c'est sûr. En effet, et on notera, sans juger l'affaire sur le fond, sans prendre parti évidemment, mais c'est l'emballement médiatique, comme le dit Pierre de Roual, qui est quand même assez impressionnant, et le relais assez important quand même des thèses et sans beaucoup de retenue des médias. Enfin, c'est ce que j'avais constaté pour ma part à l'époque. Et faisons un lien. La semaine dernière, il y a une enfant et son père qui ont été dévorés par des chiens. Je crois que la fille en est même décédée. Qui en a entendu parler? Certainement peu de personnes, voire aucun. Nous, écoutez, moi, dans les 48 heures, je sais pas, j'ai fait 12 télés, 10 émissions de radio, partout, dans tous les sens. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est la chasse. Et médiatiquement, il faut qu'on explique mieux qui on est et changer les cours du choses. C'est pas possible cet emballement médiatique infondé. Mais quand il y a des Rémi Gaillard qui envoient 500 000 trucs sur Facebook dans tous les sens, bah ça fait un dégât terrible. Donc nous aussi, et je vous remercie et vous félicite pour cette émission. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit moderne et il faut qu'on se défende. Eh ben merci Pierre. Ah bah oui, là aujourd'hui c'est un coup de cœur. L'actualité nous offre quand même de quoi se réjouir et on en a déjà brièvement parlé tout à l'heure lors des actus cinégétiques, mais je voudrais faire un coup de cœur et un coup de chapeau et je le dédie à une centaine de parlementaires et à l'auteur d'une initiative vraiment courageuse. Bon, vous l'avez deviné, je veux parler de la fameuse tribune Le syndrome du pangolin. L'initiative vient d'Eddy Pujalon, le président du mouvement de la ruralité, et aussi de son porte-parole Yves Damécourt. En quelques jours, ils ont réussi à faire signer et adhérer à ce texte 100 parlementaires, députés et sénateurs, qui se joignent en fait à nous pour promouvoir et défendre la ruralité, ses traditions et son art de vivre. Il faut quand même noter qu'il faut beaucoup de courage aujourd'hui, et c'est un comble, pour signer un tel texte défendant des chasses traditionnelles. Ce simple constat démontre à quel point nous en sommes rendus et à quel niveau le mot est un peu fort, mais de terrorisme intellectuel, politique et idéologique, nous sommes soumis. C'est un travail de sape qui est conduit par des associations extrêmement motivées, organisées, bien financées.
Leurs relais médiatiques nous abreuvent quotidiennement du bienfait du réensauvagement, de la nature qui reprend ses droits et autres fadaises, mais aussi, bien entendu, des nuisances de la chasse, des chasseurs et, depuis peu, de l'élevage et de l'agriculture en général. Une certaine intelligentsia, un peu déracinée, urbaine, crédule, leur emboîte le pas. Ce qu'il nous prépare est une rupture anthropologique majeure et dangereuse pour notre mode de vie et notre identité. Il faut donc beaucoup de courage et de conviction pour rejoindre Dupuy Jalon dans ce manifeste clair, qui est un appel à la compréhension plutôt qu'à la division. Cette tribune est aussi un rappel. Il ne peut y avoir de nation et donc de peuple si une partie de son passé est niée, effacée et éradiquée. Ces chasses traditionnelles sont un des aspects de nos identités régionales. Contre quoi, devrions-nous les sacrifier? Le monde que nous promettent ces opposants est-il si prometteur? Je ne le crois pas. Pour construire une belle maison, il faut de solides fondations. Nos traditions sont ces fondations et il faut les cultiver. Voilà. Merci Denis. Je partage cette tribune. Pierre, peut-être un petit mot? Écoutez, il n'y a pas de doute, la guerre est déclarée et il faut y aller, quoi. Il faut que d'abord les chasseurs soient solidaires tous entre eux et au-delà des chasseurs, solidaires avec le monde agricole, la ruralité, les gens de la forêt. Ils attaquent partout, donc on a au moins une chose en commun, c'est un ennemi là qui veut notre disparition. Donc appelons un chat un chat. Donc réveillons-nous, avançons de manière organisée, structurée. Ne tombons pas dans le même piège que avec la violence, parce que eux, c'est violence plus idéologie. Et excusez-moi, ça rappelle des choses de l'histoire qui sont pas très belles. Nous, on n'est pas là-dessus. On veut défendre des traditions, des valeurs. Bon, peut-être qu'il y a un petit peu de ménage à faire aussi chez nous, mais au-delà de ça, il faut dire ce qu'on fait. Et nous, notre combat, c'est la biodiversité. Et cette biodiversité, elle est une occasion de montrer ce que l'on fait partout en France et aussi l'occasion de nous réconcilier avec la société. Il faut qu'on se réconcilie avec la société. Notre discours ne doit pas être clivant, mais essayer de rassembler et de convaincre. Et qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, initiative formidable? Donc la solidarité et le travail, et puis utilisons les nouvelles technologies et sachons parler mieux, plus. Et enfin voilà, écoutez, je pourrais en durer longtemps, mais c'est une bonne initiative. Vous allez pouvoir le faire parce que nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine. Juste avant d'enchaîner, Julien, il y a pas mal de commentaires, d'encouragements très positifs. Ça fait chaud au cœur. Merci à vous. Et aussi beaucoup de commentaires sur les chiens. Je pense suite à l'affaire Pielarsky, les chasseurs, pour la plupart, sont amoureux de leurs chiens. Et il y a beaucoup de commentaires sur les chiens très positifs et qui rappellent que les chiens de chasse sont souvent bien éduqués, ce qui fait qu'ils ne sont pas agressifs, contrairement à d'autres. Denis a préparé un certain nombre de questions et on va passer un bon moment. C'est très intéressant et il faut faire connaître au plus grand monde la vénerie. C'est à vous deux. Pierre, rebonjour, vraiment ravi de vous avoir, vraiment ravi de pouvoir vous donner une tribune. Notre public, nos followers, nos auditeurs sont plutôt des chasseurs à tir, mais il est important à mon avis que la vénerie, qui est une des plus anciennes formes de chasse, si ce n'est la plus ancienne, soit mieux connue et que tout cela soit intégré. Vous parliez de solidarité tout à l'heure. Nous devons faire corps et front commun. De toute manière, la vénerie, quand on la connaît, déclenche immanquablement la passion. J'en veux pour preuve. Je me rappelle toujours de cette phrase du fameux abbé de Rancé, grand veneur s'il en était au XVIIe siècle. Quelqu'un lui demandait où il allait et il a répondu ce matin prêcher comme un ange et cet après-midi chasser comme un diable. Vous voyez, même le corps ecclésiastique était veneur à une certaine époque et ça déclenchait des passions chez le fameux abbé de Rancé. J'aime beaucoup cette phrase. Voilà, donc bienvenue Pierre. Nous allons vous allez nous parler de la vénerie. La vénerie, sa vie, son œuvre, comme aurait dit Staline à propos du Vatican, la vénerie, combien de divisions, voilà. Et donc, je vous laisse la parole. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de l'histoire de la vénerie, l'origine de la vénerie?
Oh, écoutez, l'histoire de la vénerie, c'est l'histoire du chien courant, hein, et on en a des traces qui sont très anciennes. On va dire que la vénerie, réellement, l'usage du chien et du cheval, eh bien, c'est 1000 ans. La vénerie telle qu'elle est aujourd'hui, ses fondations, on va dire que c'est avec François Ier à la Renaissance qu'elle s'est organisée, structurée, avec certaines valeurs, une éthique, une conception de la chasse. Voilà, on va dire 500 ans, il n'y a pas de doute, et 1000 ans si on regarde l'histoire de la chasse au chien courant, bien sûr. On a vu là à l'instant de très belles photos qui devaient dater du début 20e, je pense, hein, de deux équipages, le Marquis de l'Aigle en particulier, des équipages bien connus. Et on y a vu, c'est important, des Amazones, des dames. On va parler de la vénerie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la vénerie aujourd'hui en France, Pierre? Alors, excusez-moi, mais vous me donnez une opportunité. On a fait un site qui s'appelle Mémoire des équipages, en un seul mot, .fr, et qui recense les quelques 3000 équipages qui ont existé depuis François Ier. Et grâce à l'ère du numérique, on a collecté des archives sur ces 3000 équipages. Ce sont des fanfares qui sont sonnées, des partitions, des tableaux, des livres qui sont consultables. Il y a aujourd'hui 20 000 archives et nous en avons 20 000 autres qui vont venir. Et je pense que d'ici 2 ou 3 ans, il y aura à peu près 100 000 archives. Donc vous pouvez, dans votre département, si vous préférez la chasse du chevreuil, du lièvre, etc., retrouver tout ça. Allez sur Mémoire des équipages, c'est une mine d'informations et c'est toute l'histoire de la vénerie qui est là. Alors, et j'imagine aussi, Pierre, je suis désolé, mais j'imagine aussi que toutes les bonnes volontés pour alimenter plutôt ce fonds sont les bienvenues. Hein, c'est voilà. Tout le principe. C'est tout le principe, voilà. C'est qu'on vous dépossède de rien, vous nous scannez ça, vous nous l'envoyez et on l'attribue à un équipage et du coup on peut voir des choses qui sont magnifiques, forcément magnifiques. Et pour regarder l'avenir, je vous assure que c'est important de savoir regarder derrière d'où on vient, ce qu'on représente, de faire bien attention quelles sont nos valeurs et où est-ce qu'on veut aller. Et vous savez, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la vénerie est extrêmement contemporaine dans sa philosophie de la nature, de sa conception synégétique. Il y a beaucoup de choses phénoménales. Donc, tout le challenge, tout le défi, c'est de bien le faire connaître. Mais allez voir ces archives, elles sont vraiment passionnantes. Mais oui, moi je vais immédiatement aller y faire un tour après l'émission. Ça me donnera certainement de bonnes idées et des envies. On a parlé un peu de l'histoire, de l'origine. Oui, en effet, on voit sur certaines gravures rupestres anciennes des hommes courant derrière des animaux, parfois avec des chiens quand ceux-ci ont été apprivoisés. Donc c'est vraiment très ancien. Ça se pratiquait à pied, puis ensuite à cheval. Alors la vénerie aujourd'hui en France, déjà dans un premier temps, comment pourrait-on la définir et la présenter ? Alors, on peut en parler beaucoup. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous faire le cadre. Il y a un peu moins de 400 équipages. Il y en a qui se créent, il y en a qui arrêtent. À peu près 400 équipages. Il y a, on chasse dans 70 départements. Alors, qu'est-ce qu'on chasse? Grosso modo, la vénerie la plus pratiquée, c'est celle du lièvre, 110 équipages. Une petite centaine chasse le chevreuil. Et 50 équipages chassent le renard, une cinquantaine chassent le sanglier et une petite cinquantaine le lapin, pour vous donner un chiffre. Et il y a 35 équipages de cerfs. Tout le monde parle de la vénerie du cerf, mais c'est un peu moins de 8%. Mais c'est une vénerie emblématique, ça ne fait aucun doute. On chasse donc je vous le disais, dans 70 départements du nord au sud. Là où c'est très urbanisé, où c'est des montagnes, on ne le chasse pas. Quoique, j'ai vu dans Mémoire des équipages qu'il y a 200 ans, il y avait un équipage de chamois, que je ne sais pas comment les chiens faisaient, mais il paraît que ça a marché. Il y a 10 000 pratiquants en France, donc un petit nombre, mais vous avez dit qu'ils étaient des passionnés, et ça ne fait absolument aucun doute. Et 100 000 personnes qui suivent nos chasses et qui sont autour de la vénerie. Voilà, donc la vénerie, c'est à peu près 100 000 personnes. C'est 30 000 chiens.
c'est de plein de races et des races qui remontent de très longtemps. Ça, c'est notre fierté, c'est notre capitale. Nos chiens, de toute façon, tout est autour de nos chiens. Alors, il y a des gens qui préfèrent la trompe, d'autres qui, tout d'un coup, passer un moment à cheval. Mais être veneur, et c'est une spécificité française, c'est le chien et encore le chien, et l'amour du chien avant tout. Donc ça, c'est la vénerie. Voilà, on organise à peu près 16 000 chasses par an. Et pour vous donner un chiffre, on prélève entre 4 000 et 4 500 animaux par an, puisque 3 fois sur 4 à une chasse, c'est l'animal qui sort vainqueur. Et ben c'est là où il faut te faire play, parce qu'il est quand même beaucoup plus doué que nous, beaucoup plus doué que nous. Et c'est ça qui nous fascine, ça fait pas de doute. Voilà. Oui, je crois qu'une des spécificités de la vénerie française par rapport à l'anglaise, par exemple, c'est la place qui est accordée aux chiens. J'ai noté la phrase d'un grand veneur du 19e, Le Couteux, qui disait que nos bons chiens seront toujours plus malins que le plus malin des piqueux ou des veneurs. Oui, oui, oui. Voilà. Alors les Anglais, c'est vrai, vous le faites, et on chasse dans 7 pays dans le monde, hein. Angleterre, Irlande. Alors Angleterre, c'est interdit, mais il n'y a pas un équipage qui est arrêté, ils y vont à fond. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis. Et tous ces autres pays, c'est vrai que l'équitation, la discipline équestre autour de la chasse à courre est au cœur du dispositif. Des chiens de change qui est quand même, écoutez, quand on est chasseur et pour un veneur, avoir un chien de change, un chien qui est capable, qui revient vers vous, qui vous regarde en disant mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas du tout ça que tu chasses, c'est pas bon. Ça, je peux vous dire, c'est un torrent d'amour, un torrent de savoir-faire, un torrent de choses exceptionnelles. Et ça vaut de l'or. Et mais ça fait rien. Les cavaliers, les veneurs sont aussi des cavaliers. Et pour vous dire, on fait des ateliers de formation. On va lancer dans un mois la charte du cavalier veneur, parce que on est à une époque où les guides des bonnes pratiques qu'on fait pour les chiens, on le fait aussi pour les chevaux. Il faut qu'on montre qui on est, parce que l'amour qu'on présente à nos chiens, elle est énorme et elle dépasse de très loin la chasse à courre. Tiens, regardez si c'est pas de l'amour, ça. Hein. Donc, comment voulez-vous que ce soit autrement? Enfin, voilà. Oui, puis une meute de vénerie, ce n'est pas uniquement la sortie au moment de la chasse, c'est un travail de longue haleine et obligatoirement un travail d'amour et de confiance qui s'établit entre le piqueux et ses chiens. Il les connaît, il les encourage, il sait qui mettre en tête. Enfin voilà, il y a une fusion totale entre l'homme et les chiens dans un équipage de vénerie. Hein. Écoutez, en fait, je vais vous dire, chacun d'entre nous et tous les gens qui nous regardent sont comme ça. Ils ont un chien, il sait quand il a faim, qu'il a soif, qu'il n'est pas de bonne humeur, qu'il a envie de chasser, qu'il a envie d'aller pisser, quelque chose. Tout le monde la comprend et il y a un dialogue qui s'est créé. Nous, il faut qu'on le crée avec 20 chiens, 30 chiens, 35 chiens que l'on chasse. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe maintenant, figurez-vous. Les naissances, à 2 mois, c'est le sevrage des chiots. Et là, il faut les prendre. Moi, tous mes chiots partent chez mes amis qui chassent avec moi, avec leurs enfants. Je veux qu'ils dorment dans leur lit, je veux qu'ils nous connaissent, je veux qu'ils nous comprennent, je veux qu'ils nous aiment parce qu'on les aime. Et c'est tout ce relationnel-là qui se bâtit dès le début, dès le moment de l'élevage. Et puis après, il faut les dresser parce que il faut qu'ils soient en meute. Nous, ça doit avoir de la gueule, la vénerie. Je suis désolé. C'est esthétique. Nos chiens, ils sont en meute. Quand je traverse une ferme, il n'y a pas de poules qui doivent être écrasées et tout. Ça doit avoir de la tenue. Et tout ça, c'est du travail, beaucoup de travail. Mais ce travail, quand je vous dis, quand je rentre dans le chenil et que moi, j'ai 50 paires d'yeux qui me regardent et qui m'adressent tellement d'amour que je vous souhaite à tous de vivre ça parce que ils nous le rendent bien, quoi. Voilà. Mais quand je disais que c'était une chasse de passionnés, vous le prouvez bien, Pierre, c'est parfait. On a un petit film que vous nous avez envoyé, qu'on aimerait montrer, là. C'est un petit film où on voit justement des chiens. Julien, tu peux nous envoyer la vidéo, s'il te plaît? Ah, j'espère qu'on l'a. Oui, voilà. Alors, quelle est la race de chien, là, Pierre? Ah ben non, il ne nous entend pas. Quelle était la race de chien qu'on vient de voir, là, Pierre? Ce sont mes chiens, là. Je vais vous dire, ce sont des Français blancs et noirs. Je savais pas qu'ils avaient envoyé ce film. C'est des Français blancs et noirs. Et puis, pour les connaisseurs, il y a quelques chiens qui sont des Black and Tan. C'est des chiens qui viennent d'Angleterre. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous faire un secret. Le Français blanc et noir, c'est un chien élégant, magnifique. Il est susceptible.
temps en temps, il me fait la gueule. Et quand j'ai ramené des Anglais, c'est des Black and Tan, ils sont plus rustiques, ils y vont, ils cognent. Et de temps en temps, j'ai besoin aussi de guerriers. Donc, j'ai mélangé le guerrier et l'élégant blanc et noir. Voilà, ça, ce sont mes chiens. Ah. Black and Tan, ça ne rappellera pas de bons souvenirs aux Irlandais, parce que c'était le nom d'un groupe paramilitaire anglais que l'armée anglaise a ramené après la Première Guerre mondiale pour combattre les combattants indépendantistes irlandais. Et ils ont commis quelques massacres dans les années 20, au début des années 20 en Irlande. C'est triste mémoire pour les Irlandais. Voilà. Mais voilà, je crois qu'on avait une autre vidéo que vous nous aviez envoyée qui montrait une sortie de... Voilà, de belles images. Alors ça, ce sont les sorties qu'on fait maintenant, là, en juillet-août, pour entraîner nos chiens. Vous savez, nos chiens, ils font entre 30 et 50 kilomètres 2 fois par semaine. Donc, ce sont des vrais athlètes. Il faut les entraîner, il faut les nourrir correctement. Et ça, ce sont des promenades de chiens. Sauf que là, il fait chaud. On est certainement au mois de juillet-août. Mais les 400 équipages vont se mettre au boulot là pour les sortir de manière très sérieuse. Moi, je le fais à bicyclette parce que dès qu'ils voient un cheval, mes chiens, ils ont qu'une idée, c'est d'aller chasser. Donc, on le fait en bicyclette. Voilà. D'accord. Une autre des caractéristiques de la vénerie française, ça c'est connu par beaucoup de monde et apprécié par encore plus de monde, ce sont les sonneurs, les trompes. On voit ici quelques belles photos. Alors sonner tout en trottant ou galopant demande une certaine pratique, mais voilà, que pouvez-vous nous dire sur les sonneries, les sonneurs et tout cet art qui va avec? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que nous, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de talkie-walkie, CB et tout ça. Nous, c'est la trompe. Voilà. Nous, excusez-nous, vous allez nous traiter de ringards, mais on n'est pas très techno et moi, je me refuse à ouvrir les portes de ça parce que il y a une confrontation entre une meute et un animal. Il faut que la loyauté soit au cœur de cette relation. Donc la trompe, elle est l'occasion de sonner un vosselet quand on voit les traces d'un pied, d'aller sonner une vue, un débuché, la compagnie, le change. Enfin, il y a comme ça une trentaine de fanfares qui ponctuent la journée et qui nous permettent de communiquer tous ensemble. Donc la trompe, c'est ça. Et la trompe, ça fait partie de notre patrimoine. Dans toutes les églises, vous avez entendu la trompe, dans les comices agricoles. Voilà, ça fait partie de notre histoire. Et la trompe est une manière de rappeler la vénerie de manière agréable, sympathique, et il y a de plus en plus de grands sonneurs partout, et je peux que m'en féliciter, voilà. Oui, les sonneries sont d'abord utilitaires, elles permettent aux cavaliers éparpillés dans la forêt de communiquer entre eux, de savoir ce qui se passe. Mais ensuite, il y a l'aspect identité, chaque équipage a sa sonnerie, chaque maître d'équipage a sa sonnerie aussi, et puis il y a tout cet aspect, je dirais, sonnerie d'agrément qui viennent ponctuer la fin des chasses ou certaines fêtes. Voilà. Alors, une petite remarque Denis, une petite remarque. Oui. En fait, on dit pas sonnerie, nous on dit fanfare. Alors, on est terrible parce que on a plein de codes, on a plein de vocabulaire. S'il y en a qui s'intéressent à ça, j'ai sorti l'année dernière un supplément sur tous les termes qu'on utilise en vénerie. Alors parfois c'est un peu ésotérique, mais bon, nous on dit fanfare, c'est comme ça, mais sonnerie tout le monde aura compris. Mais l'autre chose que je veux dire, c'est que pour se parler entre cavaliers, vous savez que la moitié des équipages chassent à pied. Et ils se tapent les 25 km 2 fois par semaine et avec une trompe, et je peux vous dire que voilà, c'est aussi le côté sportif, dynamique, jeune de cette vénerie et sa vitalité que je voulais souligner à travers ça. Justement, parlons maintenant de la vénerie. La vénerie n'est pas isolée, elle évolue dans un territoire qui est à partager avec d'autres. Parlons d'abord des relations, par exemple, avec les autres chasseurs, les chasseurs à tir. Comment sont ces relations? Est-ce qu'il y a éventuellement des heurts ou des incompréhensions, ou est-ce que les relations sont bonnes?
Écoutez, on est des Gaulois, donc on s'engueule, ça fait absolument aucun doute. Mais il faut pas qu'on se trompe. Il faut pas qu'on se trompe. La colonne vertébrale de la chasse en France, c'est le monde fédéral. C'est les fédérations dans leur département. Il faut que tout se structure autour d'elles, ce qui est en train d'être fait. Donc aux chasseurs, quels que soient, qui chassent la bécasse, qui chassent sous terre ou qui chassent la chasse à courre et encore plein d'autres, c'est au sein des fédérations que les choses doivent se passer. Donc moi je suis pour de la solidarité, je suis pour du travail en commun, je suis pour accepter les différences et pas pour juger je dirais les choses qui nous divisent, même s'il peut y en avoir. Mais on a suffisamment de choses en commun pour aller de l'avant. On a parlé des chiens, c'est indiscutablement l'élément. Mais je vais vous dire, au-delà de ça, il y a un challenge qui nous est lancé. Le challenge, c'est de nous réconcilier avec la société. Et on a une opportunité qui est formidable. L'opportunité, c'est qu'on voit bien que toute la société, et elle a raison, se préoccupe de son écologie, de son avenir. Et nous, les chasseurs, notre sujet, c'est la biodiversité. Et ce que font les chasseurs en termes de biodiversité partout en France, c'est remarquable. Vous m'avez donné des exemples au début de votre journal, mais moi je suis administrateur dans la Fédération des Landes, sur les zones humides, tiens, on a même un centre de soins pour animaux, pour oiseaux qui sont blessés et qu'on a besoin de réparer, etc. Il y a des initiatives comme ça partout en France. Et ce combat pour la biodiversité, c'est celui des chasseurs et c'est celui-là qui va nous réconcilier avec la société. Je suis très heureux de voir que la FNC s'est dotée d'une nouvelle organisation en termes de communication. Je souhaite vraiment qu'elle s'appuie sur toutes ces initiatives et il y en a des milliers. Je vous garantis que pendant 10 ans, moi je vous fais un film sur les initiatives qui ont pu être réalisées partout en France autour de la chasse. Nous, personnellement, je vais vous raconter un sujet, excusez-moi Denis, j'en ai pour 2 secondes. On s'est aperçu que nous, il y a une tradition au Véneris, c'est les parcours de chasse. Le parcours que fait un animal, eh bien, on en fait un compte-rendu et on a comme ça, à travers des équipages, des comptes-rendus depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans. On a analysé dans 3 régions de France, et notamment en Picardie, 4500 parcours de chasse réalisés depuis 200 ans. Et on s'est aperçu que le cerf passait à des endroits très souvent les mêmes. Et là où il passe pour des raisons de reproduction, d'alimentation, de quiétude. Il y a des déplacements du cerf notamment. Et donc, nous avons aussi observé, grâce à des animalistes avec lesquels on a travaillé, nous avons constaté que là où le cerf passe, ces coulées qu'il emprunte, eh bien, la faune l'emprunte et les reptiles, les moustiques, enfin toute une population. Et du coup, il y a eu, il y a quelques années, un grand projet qui s'appelle Trame verte, trame bleue. Et nous sommes arrivés, on est allé voir la ministre et on lui dit, on est capable de vous apporter où passent les animaux et ce qu'on appelle des biocorridors pour soit préserver des endroits, soit pour restaurer quand il y a une ligne de TGV, une autoroute et qu'on mette des ponts. Bon, ce travail, modestement, moi je peux vous le donner dans plein de départements en France. Voilà, ça, si je l'explique aux Français, si je l'explique aux chasseurs, c'est une modeste contribution que nous, les veneurs, pouvons apporter. Et comme ça, il y en a plein. Montrons aux Français, à la société contemporaine, ce dont nous sommes capables et à quel point nous sommes des amoureux de cette biodiversité, des amoureux de cette nature. Allez, je vois que je parle trop. Patrick a demandé la parole. Je voulais juste dire que nous aussi, nous avions travaillé sur ce Trame verte et bleue avec l'application Sentinelle de Naturapas dont on parlait tout à l'heure, notamment par rapport aux collisions routières. Donc, je voulais dire, c'était une des autres initiatives. Et puis, je voulais juste dire un mot aussi, parce que en l'absence d'Amélie, je suis chargé de remonter les commentaires des personnes qui nous suivent. Et il y a Alice Pion, qui est la présidente des Chasseresses de France, qui parlait de Fontainebleau et de leur présence en 2021. Fontainebleau qui a été malheureusement annulée cette année. Cette magnifique manifestation en Seine-et-Marne, vous pouvez nous en dire un petit mot très rapidement. J'imagine que vous adorez ce moment. C'est moi. Ah non, c'est pas oui, moi. Oui, Pierre. Non, mais allez-y, Pierre, allez-y, puisque c'est un gros rendez-vous aussi pour les veneurs.
Écoutez, oui. Enfin, je vais vous dire, au même moment où vous parlez, donc je vous ai pas bien écouté, mon cher Patrick. Il y avait une question qui nous était posée comment on peut participer à une chasse à courre. Alors soyons clairs, les amis. Nous, on est ouverts. C'est open bar chez nous. Vous nous appelez, vous rentrez, et nous, on est là pour accueillir. Je vous parlais de 100 000 suiveurs. Dites-moi une activité où il y a pas une personne qui paie, vous venez, vous assistez à une chasse. Ce qu'on vous demande, c'est pas de nous balancer derrière avec des images et des montages à charge. Mais sinon, on vous accueille. Vous allez sur notre site. Thomas, je vois que vous cherchez un équipage. Regardez dans quel département et je suis sûr que vous pourrez contacter des équipages et on est là pour vous accueillir. Et voilà. Alors, quant à la question, c'était Fontainebleau, c'est ça? Oui, je voulais vous dites un petit mot sur cette manifestation annuelle qui est la fête de la vénerie, je pense. Ben oui, c'est la fête de la vénerie, c'est là où on se retrouve. Il y a 50 équipages. Cette année, l'organisateur Pierre-François Priou a été obligé d'annuler. C'est un déchirement parce que c'est un moment d'amitié. C'est là où on juge nos chiens, qu'on regarde. Tiens, le mien, il est plus beau que le tien. Enfin, vous voyez, des choses formidables. Ça sonne. Il y a les équipages présentent et voilà une fête qui réunit 25 000 personnes. Et vous savez, ça c'est partout en France et tous les équipages participent à des fêtes de la chasse. Et si l'autre jour, on essayait de mettre bout à bout tous les visiteurs qui voient, et on a plus de 800 000 visiteurs qui sont soit au Game Fair, à Fontainebleau, mais il y a à Montpoupon, il y a des fêtes partout en France. Et c'est ça aussi notre responsabilité, c'est d'aller voir les gens, d'expliquer qui nous sommes. Et quand les gens nous comprennent, ils arrêtent de nous dire que nos chiens sont dangereux. Oui, les pitbulls sont dangereux, mais pas nous, c'est pas vrai. Oui, voilà, la transition est toute faite. La nature se partage. Malheureusement, voilà, on en a parlé lors des actualités en début d'émission. L'affaire Pilarski, cette horrible affaire survenue en forêt autour du décès de cette promeneuse. Que pouvez-vous en dire, Pierre? Je sais qu'une enquête est en cours et que on ne peut pas dire grand-chose, mais non, mais votre sentiment actuellement. Je vais vous dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis très serein. Je veux dire, nos chiens. Il va y avoir les analyses des prélèvements ADN. Je suis persuadé qu'il n'y a pas un de nos chiens. Ils vont rien trouver de nos chiens et on sera disculpé. Mais donc, franchement, je suis très serein. Mais la réalité, c'est ce qui est l'usage que nos opposants en ont fait. Parce que là où je veux insister, c'est que on est dans un monde compliqué. Nous, la vénerie, on a affaire à plusieurs, je dirais, attaques. Il y a toute l'attaque des mouvements animalistes. Alors, il y en a un qui s'est spécialisé dans la vénerie, c'est Ava. Mais Ava, il faut se rendre compte, c'est 2 ou 3 leaders, d'ailleurs, qui se foutent sur la gueule en ce moment. C'est en tout et pour tout 150 à 200 personnes qu'ils essayent de ramener de par le truc. Mais quand je vois les filles qui arrivent en espadrille au mois de décembre dans un endroit où il y a de la boue partout, je me dis que ils savent pas vraiment ce à quoi ils s'attendent. Mais au-delà de ça, c'est des vidéos à charge. Et je vous le disais avant l'émission, ils ont fait une quinzaine de vidéos et ils ont réussi à faire 16 millions de vues sur les réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est très organisé. Et que l'autre phénomène, c'est qu'il y a des passerelles, il y a des alliances entre plein de gens. On parlait d'L214, on parlait de One Voice, on parlait de Brigitte Bardot, on parlait de la SPA. Dès qu'il y a un type qui fait quelque chose, où que ce soit, hop, ils se connectent et ils envoient ça sur tous les réseaux sociaux et ça donne un buzz terrible, des tweets dans tous les sens. Et ça, c'est la deuxième composante, c'est des réseaux sociaux où les chasseurs n'ont pas bien compris de toute la mesure de ça. Donc, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit plus rigoureux et qu'on fasse face à la violence qu'il y a sur ces réseaux sociaux et qu'on soit plus intelligent qu'eux. On a un autre sujet, nous, vénerie, c'est que c'est celui de la lutte des classes.
il est indiscutablement présent dans notre pays. Et la chasse à courre, alors là c'est terrible, parce que la chasse à courre, ça renvoie à la monarchie, et ça y est, les rois, les aristos, le type d'Ava, il arrête pas de dire que c'est une activité aristocratique, mais ça va quoi, ça va. S'il y a vraiment une activité qui s'est ouverte socialement partout, parce que la seule chose que nous avons en commun, ce sont l'amour du chien, l'amour de la chasse. Mais derrière, alors oui, il y a des types qui ont des particules, mais il y a des facteurs. Moi, j'ai un maître d'équipage qui est un des responsables CGT au chantier de Saint-Nazaire. J'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes, j'ai des femmes. C'est ça la diversité. Et notre chance, et ce qu'il faut qu'on hurle, c'est que cette diversité sociale, cette composante qui nous rassemble autour de cette même passion, elle est formidable. Et il y a un truc qu'on n'arrive pas en France, c'est à vivre ensemble. Eh ben moi, je peux vous dire, on vit tout. Alors après, chacun rentre dans ses pénates, mais c'est cette diversité et cette richesse sociale que je considère comme un atout terrible. Voilà. Et puis, autre point, soyons clairs, c'est que cette société, elle est citadine. Les gars, ils s'émeuvent. La mort, ça n'existe plus. Tout ça, c'est des bisounours. Dès qu'ils montent quelque chose, ça marche plus. Donc, tout ce monde-là est compliqué. Donc, il faut qu'on fasse face à tout ça. Il faut qu'on assume des choses. Il faut qu'on fasse de temps en temps aussi un petit peu de ménage. On peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais forcément, dans ce combat, il faut y aller. Il faut y aller au turbin. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller se battre. Il faut aller expliquer. Nous, on est allé... on a entrepris un gros travail depuis 2 ans d'aller voir des élus pour leur expliquer qui nous sommes. Et ça, ce travail de communication auprès des décideurs, auprès des médias, auprès de vous, tout ça, c'est essentiel. Je vais vous dire, la communication, c'est notre défi. On est mauvais, voire médiocre. Il faut qu'on devienne bon. Voilà, c'est ça notre challenge. Mais Pierre, nous sommes là pour renouveler le genre en termes de communication. Nous utilisons avec Naturopath, J'aime la chasse et Vidéo de chasse les réseaux sociaux. Nous en profitons pour inviter des leaders d'opinion, des représentants de mode de chasse. Et nous sommes là pour renouveler le genre. Le magazine papier c'est terminé. Voilà, nous lançons un genre et nous espérons vraiment arriver à être aussi bons, si ce n'est meilleur que nos opposants à force. On a besoin de ces outils, on a besoin de gens comme vous, on a besoin de mieux communiquer. Et après, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, la société, elle peut plus accepter qu'un cerf rentre dans un village et qu'on l'abatte. Ça n'est plus possible. Et heureusement, on a fait passer cette loi. C'est ce que j'appelle faire le ménage. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on explique, parce que nous, on a une dimension culturelle. On a des partenariats avec des musées. J'étais à Chambord la semaine dernière. On va faire des choses formidables avec elles. On a, en termes de culturel, il y a la trompe qu'on a évoquée, mais on a le cheval qui nous réconcilie avec une des plus grosses associations et d'expliquer ce qu'il y a en termes de discipline équestre, c'est formidable. Il y a le chien. Tous les Français ou presque ont des chiens. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on défende ça et de manière positive. Et il faut qu'on arrête d'être sur la défensive pour parler avec bonheur, gaieté, passion de ce qui nous arrive. C'est ça notre défi. Donc merci de me recevoir et j'espère être à la hauteur de la qualité de votre émission. Voilà. Eh ben, merci. Vous avez votre passion a été communicative, Pierre. Un grand merci. Un grand merci, c'était très intéressant. On parlait de communication. J'invite toutes les personnes à nous suivre, d'aller s'abonner à notre page YouTube, parce qu'on a beaucoup d'abonnés sur Facebook, mais un peu moins. Donc YouTube, Naturopath TV. Et puis il y a une application dédiée aux chasseurs pour communiquer entre chasseurs et tous les chasseurs, veneurs, chasseurs à tir, chasseurs traditionnels, on en parle beaucoup. Et ben n'hésitez pas à télécharger Naturopath, on peut communiquer entre chasseurs et c'est un moyen de faire l'union comme on évoquait. Eh ben merci Pierre, on va enchaîner merci Patrick. avec Merci les équipements.